bonsoir à tous, bonsoir à toutes. Merci de nous rejoindre sur ce plateau. C'est Club de l'Actu avec le même ravissement. Nous vous retrouvons tous les week-ends dans ce débat politique. À la une, en Guinée, l'actualité dominée au plan politique par le débat sur un éventuel troisième mandat pour Alpha Condé, alors que le principal concerné continue de se claquemurer dans une sorte de silence monacal. Ses partisans et alliés se prononcent de plus en plus en faveur d'un tel projet. Après les pancartes d'un groupe de femmes le 8 mars dernier en faveur de la nouvelle constitution et d'un référendum, des alliés du président Alpha Condé tenaient une manifestation cette semaine à Conakry, une manifestation de soutien à ses idéaux et actions. À cette occasion, par la voix de leur porte-parole, Dr Mbemba Traoré, ils ont défendu l'idée d'une révision constitutionnelle pouvant ouvrir la voie à la possibilité d'un troisième mandat pour l'actuel locataire du palais Sékou Touré qui achève, il faut le rappeler, un deuxième et dernier mandat constitutionnel à la tête de la Guinée en 2020. Il n'en fallut pas plus pour qu'un groupe de jeunes, une centaine, surgissent dans la salle où se déroulait cette manifestation, pancarte à main, pour huer les organisateurs et crier leur opposition ferme à toute initiative allant dans ce sens. Dans l'opposition, on affûte les armes pour barrer la route à un éventuel projet de troisième mandat pour Alpha Condé. Et là, Cellou Dalein Diallo a déclaré cette semaine que toute voie parlementaire menant à un tel projet reste fermée. Un projet de troisième mandat pour Alpha Condé est-il viable en Guinée? Peut-on espérer une union sacrée du peuple de Guinée pour contrer un tel projet? Nous poserons le débat également sur ce plateau avec nos invités, 4 confrères autour de ce plateau pour décrypter cette actualité assez fournie de la semaine. Ibrahima Sori Lincoln Souma, de la radio Nostalgie Guinée. Bonsoir Souma. Bonsoir Diallo. Merci d'être sur ce plateau. Mamadou Assimi Ousoiré, le patron du site d'information générale africaguinée.com. Bonsoir Soiré. Bonsoir. Merci de répondre à notre invitation. Et M. Mamadou Diangolo Barry, journaliste. Alpha Ousmane. Rectificatif. Alpha Ousmane Diangolo Barry, journaliste sociologue. Bonsoir. Bonsoir, M. Diallo. Et l'autre animateur de cette émission, Mohamed Mara, qui n'est plus à présenter, du groupe Adafo Média, Espace FM, Espace TV. Bonsoir Mara. Bonsoir. Bien, pour commencer peut-être, on va commencer par un sujet léger, Mohamed Mara. Un mot sur le SADEN 2019, ce salon des entrepreneurs qui s'est déroulé cette semaine en Guinée et avec l'appui, l'accompagnement de l'État. On a vu le président Alpha Condé à ce salon, le chef du gouvernement, Dr Ibrahima Kassoul Fofana, et beaucoup d'implications des autorités autour de ce salon. Qu'est-ce qu'on peut en tirer comme enseignement? Je pense que pour une fois, nous avons quand même un événement qui a été un succès. Parce que quand on lit les objectifs qui étaient fixés pour le SADEN, je pense que les organisateurs, notamment l'AGIP, et puis le ministère chargé des investissements publics-privés, je crois, ont réussi ce pari-là. J'ai rencontré quelques récipiendaires, notamment des prix qui ont été octroyés, qui se sont avant tout sentis encouragés. Parce que nous sommes dans un pays quand même où généralement on ne reconnaît pas l'effort des gens. Et pour la plupart, ce sont des jeunes sur des projets. Je pense par exemple à ce projet agricole, je crois que c'était le 2e prix, obtenu notamment par le groupe de l'ancien journaliste Abdourahmane Diallo. Personnellement, j'ai été bluffé par ce qui a été présenté. Je pense que cet événement, il faut le pérenniser. Il faut faire en sorte qu'il revienne chaque année et peut-être en mettant un peu plus de moyens et un peu plus de contenu. Mais je pense que c'est un très bon départ. Asmio, vous en avez pensé quoi? Oui, je pense que c'est un franc succès. Il fallait qu'il y ait un début et je pense que pour une première fois, un tel salon a été organisé. Je ne dirais pas que c'est une parfaite réussite, mais je pense qu'il y a eu quand même des avancées, des choses positives qu'il faut signaler à ce niveau. Même si, encore une fois, après, il faudra lier les actes à la parole, parce qu'il y a eu des engagements qui ont été pris, notamment par le président de la République et même le Premier ministre, chef du gouvernement. Je retiens quand même que le président Alpha Condé a noté quelques avancées que je souligne également. Il a dit qu'avant
2010, il fallait 3 mois pour créer une entreprise, chose qui n'est pas le cas aujourd'hui. Il y a eu énormément de réformes du côté de l'APIP, l'Agence de promotion des investissements privés. Aujourd'hui, pratiquement en 24 heures, maximum 48 heures, tu peux créer ton entreprise et puis disposer de tous les documents te permettant justement de fonctionner. Et donc, il y a eu énormément de réformes également au niveau de la fiscalité. Et, à mon avis, il faudra juste faire accompagner tout ça par d'autres ingrédients, notamment du côté de la justice, parce que les investisseurs ont besoin vraiment d'être rassurés, notamment sur le plan sécuritaire, mais aussi au niveau de la justice. Mais personnellement, je salue un peu la tenue d'un tel salon. Ouais. Vous en pensez quoi aussi dans Diangolo, on a vu, je le rappelais tantôt, cette implication, cet accompagnement de l'État, ça s'est exprimé par la présence à la veille de l'ouverture solennelle du coup d'envoi donc du président Alpha Condé, son chef du gouvernement était là et tous les hauts cadres, les ministres sont fortement impliqués. Est-ce que vous avez le sentiment que le gouvernement veut jouer sur ce levier pour en tout cas pousser plus de jeunes à entreprendre, à aller vers des initiatives personnelles? Ok. On sent la volonté de faire. Maintenant, on attend les résultats de cette démarche. Je voulais attirer l'attention sur le fait que l'État ne peut pas tout faire. Parce que l'État n'a pas forcément les moyens, malgré le gaspillage d'argent qui se produit dans notre pays. Donc je voulais dire, le salon de l'entrepreneuriat est encouragé à soutenir. Mais il faut aller plus loin. Vous savez, le problème des entreprises, des PME et des PMI, c'est la trésorerie. Il faudrait, à mon avis, qu'on fasse une proposition de loi, ça s'est fait en France, pour l'entrepreneuriat avec des crédits taux zéro. C'est-à-dire vous empruntez 1 milliard, vous payez 1 milliard sans intérêt. Je pense que ça va permettre aux entreprises de souffler, de se développer. Et je pense que c'est une nécessité absolue de le faire. Mais si on s'arrête seulement à faire des forums, je ne pense pas qu'on ira loin. Il faut voter une loi qui va permettre aux entreprises d'être financées à taux zéro. Il a parlé de problèmes de sécurité et de quiétude. Vous savez, l'argent a horreur du bruit. Vous vous rappelez, il y a quelques années, les hôtels étaient pleins à Conakry, avec les manifestations, avec les conflits entre le pouvoir et l'opposition. Tout le monde est parti. Donc il faut faire revenir la paix et la quiétude. Et il faut voter une loi pour permettre aux gens d'entreprendre. Voilà. Je pense que c'est une bonne chose, mais moi, j'apprécierais les résultats. Ouais. Lincoln, vous saluez également cette initiative ou pas? L'initiative est très belle, je la salue, et surtout l'accompagnement fait par le gouvernement. Mais vous savez, M. Barry tout à l'heure l'a rappelé, l'argent n'aime pas le bruit. Aujourd'hui, on a peut-être beau faire ou on peut entreprendre des réformes, il faut forcément renforcer le système judiciaire. Nous sommes dans un état politiquement instable et cela ne peut pas encourager les entrepreneurs à s'installer. Ce que j'ai apprécié vraiment par rapport à ce salon, c'est la mobilisation du gouvernement et surtout le sérieux qui a caractérisé pratiquement l'organisation. Et il y a eu un caractère inclusif parce que beaucoup pensaient que de tels événements allaient être politisés, mais pour la première fois, tout le monde s'est senti dans l'événement. Je crois que c'est très important. Donc, le problème de la Guinée, il faut savoir pérenniser les acquis. Cette première édition a été tellement bien organisée qu'il faut prochainement se lancer dans la deuxième. Il faut placer la barre très haut désormais. Très haut pour pouvoir vraiment faire une réussite totale. Et surtout, moi je pense que l'État peut accompagner, mais nous sommes dans un système libéral. Il faut aujourd'hui l'implication d'autres partenaires privés pour pouvoir asseoir l'autorité de la chose. Mais vous avez remarqué que, en tout cas, parlant des partenaires, la GIP avait bien entendu des partenaires qui l'accompagnaient sur ce projet. Mais ce sur quoi j'aimerais qu'on insiste, c'est cet instrument qui est créé par le gouvernement à travers donc, ce salon, qui peut pousser les jeunes à plus d'inspiration, plus d'imagination. Parce qu'on a vu des jeunes à travers des projets qui ont été primés, donc des lauréats qui ont reçu un petit accompagnement. Est-ce que ça peut
pousser, ça peut... Absolument. Ça peut être moins de susciter l'esprit d'entrepreneuriat. Il le faut. Monsieur Diangolo a mis, à mon avis, le doigt sur ce qui fait le plus mal à l'entrepreneuriat en Guinée. C'est le départ. C'est le départ, l'accès au crédit. Tout est là. Surtout les jeunes aujourd'hui, la plupart d'entre nous avons essayé de nous lancer, mais lorsque vous avez besoin d'un prêt, et que la banque vous demande un titre foncier, en plus que la banque vous impose un taux d'intérêt, c'est compliqué. Combien d'abord de pères de famille ont des titres fonciers, ont des terrains? En plus forte raison, des jeunes qui veulent se lancer pour la première fois. Donc, à mon avis, il faut un fonds qui garantisse d'abord, et si vous voulez, un fonds de garantie d'abord à ces crédits, à l'accès à ces crédits-là. Parce que les banques aussi, on peut les comprendre. Mais aussi, il faut reconnaître que le taux imposé par les banques en Guinée est absolument exorbitant. C'est une réalité. Donc, moi, je pense qu'il faut travailler là-dessus. C'est un bon instrument, surtout qu'on a l'accompagnement d'institutions financières internationales comme la Banque mondiale aujourd'hui, qui quand même propose une enveloppe à la Guinée de pratiquement 30 millions. Je pense qu'il faut pousser surtout les jeunes à aller vers ces startups. Mais surtout, il y a déjà une première phase du travail qui est effectuée, notamment à travers les centres d'incubation. Mais je pense qu'il faut l'élargir parce qu'on a l'impression que tout est concentré sur Conakry. À l'intérieur, moi, je suis bluffé par les jeunes de l'intérieur du pays. Rappelez-vous de ce jeune, il y a 3 ans, qui est venu de Kissoudjougou et qui déjà était sur 50 hectares de riz. Absolument. Il n'a pas eu, lui, l'accompagnement, il n'a pas eu des formations dont les autres bénéficient aujourd'hui. Je pense qu'il faut aussi aller vers ces jeunes de l'intérieur du pays qui vivent d'autres réalités et qui ont parfois besoin de nettement moins de moyens financiers, mais qui se lancent et réussissent à faire quelque chose. Je pense qu'il faut de l'encadrement, mais il faut surtout garantir l'accès au crédit à ces entreprises jeunes. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce salon, SADEN 2019, donc, qui s'est clôturé cette semaine ici même à Conakry. On ouvre le chapitre politique de notre émission. Donc, le premier sujet de consistance, c'est ce débat qui donc, fait son chemin, semaine après semaine en Guinée, débat sur un éventuel projet de 3e mandat pour Alpha Condé. Un tel projet est-il viable dans le contexte actuel en Guinée? Peut-on espérer une mobilisation, une union sacrée du peuple de Guinée pour contrecarrer ce projet? On pose le débat dans cette émission. À ce moment, beaucoup de choses sont passées depuis le 8 mars. On a le sentiment que de plus en plus de voix, en tout cas dans les rangs des partisans d'Alpha Condé, se prononcent, agissent. Beaucoup d'acteurs agissent dans ce sens. Il y a eu donc cette manifestation de soutien aux idéaux et actions d'Alpha Condé cette semaine au Palais du Peuple, organisée par ses alliés, la COPAM. On nous annonce, j'ai même lu sur votre site, une manifestation similaire à Cancan. On parle aussi de Kissoudjougou. Vous pensez que tout est fait aujourd'hui au sein des soutiens d'Alpha Condé pour véritablement asseoir ce débat dans l'opinion? Bon, vous savez, c'est un secret de polichinelle aujourd'hui, cette histoire de 3e mandat. Et plus on se rapproche de 2020, plus les sirènes révisionnistes se font entendre. Et je pense que nous sommes en train d'assister au même scénario qu'en 2009, quand Dadis a voulu se présenter. Il attendait justement que ces mouvements de soutien vraiment le présentent et que lui, il soit dans l'obligation justement de se porter candidat pour la présidentielle. Et donc, avant même que le président Alpha Condé ne prenne la parole pour annoncer sa candidature pour l'élection de 2020, je pense que ces mouvements de soutien sont en train de s'agiter. Absolument. Et moi, ce que je ne comprends pas dans tout ça, c'est que j'ai cru comprendre qu'au niveau du gouvernement, on avait interdit encore une fois les manifestations. Le 8 mars, c'est normal, peut-être que 2, 3, 5, 10 femmes ou une centaine de femmes s'agitent et brandissent des pancartes. Mais après, la manifestation qui s'est tenue du côté du Palais du Peuple, je suis sûr que si c'était l'opposition, on leur aurait interdit cette manifestation. Et puis après, ce que je n'ai pas compris, parce que j'avais un reporter sur le terrain qui m'a envoyé les images et je n'ai pas compris en fait comment ces gens-là, ceux-là qui ne soutenaient pas justement cette idée de 3e mandat, avaient réussi justement à s'infiltrer dans la salle. Et tout s'était préparé, avait quand même
des affiches où on pouvait lire nos troisième mandat et qui avait s'agité. Des imprimés qui étaient pliés et dans les poches. Ah ben, ce n'était pas des pancartes tendues. Ah oui, oui. Donc, voilà, c'était plus facile à dissimuler. Voilà. Justement. Et au-delà de ça, j'ai appris également que du côté de Cancan, il y a quelque chose de ce genre qui se prépare. Bon, l'idée en tout cas qui est en train de naître maintenant là, c'est que on parle plutôt à défaut d'une révision, mais qu'on nous propose une nouvelle constitution. Et d'ailleurs, nous on a eu langue avec un haut responsable de l'UFR qui nous a confié que Sidia avait même été consulté dans ce sens. Je parle de l'ancien haut représentant. Et il était question justement qu'il accepte d'accompagner voilà, le président Alpha Condé, donc cette initiative, et que lui, on lui propose un poste de vice-président, parce qu'il est prévu justement que dans cette nouvelle constitution, qu'il y ait un poste de vice-président. Les deux allaient être élus au même moment, mais puisque en tout cas, si ça se dessine comme ils l'ont prévu, le candidat sortant, donc le président Alpha Condé, lui, il aurait toutes les chances d'être réélu et il aurait toutes les chances également de mettre qui il veut au poste de vice-président. Mais tout ça, c'est sur la base de suppositions pour le moment, mais l'information nous a été confiée et confirmée d'ailleurs par un haut responsable de l'UFR. Et tous ces discours vont dans ce sens. Je pense qu'il faut quand même faire attention parce que pour celui qui se rappelle comment on a vécu et comment on a fait pour sortir de la transition avec les militaires, on ne devrait pas s'amuser avec les acquis démocratiques. Maintenant que voilà, le chef de l'État, pour le moment, ne s'est pas prononcé, on espère que voilà, il va prendre le dessus et puis après 2020, qu'il essaye d'organiser les élections et puis qu'il accepte vraiment de sortir par la grande porte. Ça serait tout à son honneur et ça serait surtout à l'honneur de la Guinée, puisque nous avons vu quand même dans d'autres pays comment les élections sont organisées avec tout ce qu'il y a eu comme tumulte politique dans notre pays de 2010 jusqu'à maintenant. On ne devrait pas encore une fois vraiment repartir à la case de départ pour entamer voilà, une nouvelle crise. Ouais. Lincoln, le débat il est sur la place publique. Pendant ce temps, le principal concerné ne pipe aucun mot, alors que ses partisans commencent véritablement à occuper le terrain via des manifestations, des sorties dans les médias, pour clairement, en tout cas, souhaiter qu'il prolonge son bail à la tête de la Guinée. Il y a même Aluseni Makanera, l'ancien ministre qui a été opposé à un court moment, qui a déclaré sur Mosaïque notamment que même si le président Alpha Condé n'avait pas l'intention, et c'est quand même assez important de le souligner, même s'il n'avait pas l'intention de demander un troisième mandat, que ses partisans l'y obligeraient. Non, ben, moi je crois que nous sommes dans un film dont le scénario est monté par le chef de l'État. Et tout le monde dit aujourd'hui qu'il ne s'est pas prononcé. Mais non, c'est le président qui se prononce. Rappelez-vous de l'arrivée de Wade à Conakry. Il y a eu beaucoup de spéculations, mais Wade est venu pour réconcilier Alpha et Lansana Kouyaté, c'était à la demande du chef de l'État. C'était de demander, il y a eu une rencontre au palais entre les deux hommes, et Alpha a demandé à Wade vraiment de plaider que Kouyaté revienne dans son cas, avant même d'entamer la démarche de Sidia Touré. Ça, vous le savez très bien. C'est le président qui le fait. Les émissaires qui sont allés voir Sidia, ces émissaires viennent de la présidence, vous le savez très bien. Peut-être troisièmement, quand les femmes, le 8 mars, au palais, brandissaient les pancartes, le chef de l'État était présent. Il n'a pas dit mot. Voilà. Moi, je prends un cas très exemplaire. C'est le cas, par exemple, du Niger. Mamadou Youssoufou. Combien de jeunes, combien de personnes ont été emprisonnées rien qu'en demandant... Des acteurs même de la société civile. Rien qu'en demandant le troisième mandat. Puisque le monsieur est respectueux de la Constitution... Il y a eu des inculpations cette semaine. Mais bien sûr. Oui, donc, il fait de sorte que de tels projets vraiment n'en fument pas, peut-être l'opinion publique, on les arrête. Mais c'est devant Alpha, au bar d'Alpha, aux yeux, sous les yeux du président, qu'on brandisse les pancartes du troisième mandat, et il est là, il ne dit rien. Donc, le principal, peut-être metteur en scène du troisième mandat, n'est que le président Alpha Condé. Alors, vous avez dit quelque chose tout à l'heure, Asmiou, que je tenais aussi à signaler. Moi, je croyais que dans ce pays, les manifestations étaient encore interdites. Ça, je le sais. Mais rappelez-vous, les femmes, le 8 mars au palais, c'était une fête nationale. J'ai comme impression qu'on a perverti toutes les fêtes de ce pays. On politise les actions.
les femmes qui brandissent ces pancartes-là ne savent même pas lire, même si vous faites la Guinée. C'est-à-dire, en haut, elles ne peuvent pas lire. C'est qu'il y a des personnes derrière qui manipulent ces pauvres femmes. Un. Deuxièmement, je prends le cas, par exemple, de la COPAM. Mais les manifs sont interdites en Guinée. La COPAM a fait une manifestation politique. Personne ne l'a interdit. Heureusement que des acteurs avertis sont en Guinée pour pouvoir déjouer pratiquement les coups. Vous voyez le cas de Cancan. Vous voyez pratiquement le cas de Cancan, on signale que c'est le préfet qui serait derrière. Le préfet, le gouverneur, le cas de préfet qui s'est déjà déclaré vous oubliez ouvertement. Vous oubliez Freya pour le même type de manifestation. Vous allez en parler tout à l'heure. Qui a eu lieu le 8 mars. Oui, Voilà. mais pendant ce temps, on interdit peut-être l'opposition de manifester dans ce pays. C'est 2 poids, 2 mesures. Moi, parfois, je me demande en quoi Alpha connaît le droit. Parce que je me dis que ce monsieur, vraiment piétine toutes les lois du pays. Donc aujourd'hui, moi je crois que c'est encore l'occasion. La Guinée a des fondamentaux. Ce pays vient de loin. Nous avons eu une histoire parfois compliquée et sombre. Est-ce qu'on va accepter à cause d'un homme, d'un système, vraiment de remettre en cause tous les fondamentaux? Et j'en appelle à la conscience du président. Il a eu la chance d'avoir la plus grande gloire humaine au soir de sa vie. Être président de la République. Ce n'est pas donné à n'importe qui. C'est à lui de sauver la Guinée parce qu'il reste le garant des institutions et de la loi. Mais très malheureusement, ce n'est pas ce qu'il est en train de faire. Alpha va passer. Vous croyez, mais la Guinée vous croyez fermement aujourd'hui, Lincoln, que Alpha Condé est dans cette disposition de demander, en tout cas de vouloir prolonger son bail à la tête de la Guinée par une révision constitutionnelle ou via une nouvelle constitution? Vous pensez qu'il est véritablement dans cette voie et qu'il il est le principal instigateur de tout ce qui se passe, comme vous l'avez souligné tantôt? Je dis, j'assume qu'Alpha Condé est l'architecte de ce projet révisionniste. D'ailleurs, l'opportunité de cette révision, on est au soir du mandat d'Alpha Condé. Il doit partir dans moins de 2 ans. Mais pourquoi c'est maintenant que cette constitution est mauvaise? Si la constitution guinéenne est mauvaise, c'est que les autorités là sont illégales. Et Alpha a juré cette constitution aujourd'hui qui n'est pas bonne. Pourquoi c'est maintenant que c'est pas bon? C'est parce que derrière, il y a une idée. Et cette idée, c'est une sorte certainement d'enterrer le pays vivant. On ne le souhaite pas. Et moi, je pense qu'en tant que nous sommes des journalistes, la société civile, personne ne peut accepter, vraiment à cause des intérêts égoïstes, que le pays sombre quand même. Bien. Monsieur Barry, vous avez le même sentiment? Vous pensez qu'Alpha Condé il laisse faire et qu'il est favorable à tout ce qui se fait en faveur d'un tel projet et qu'en agissant ainsi, le président Alpha Condé, en laissant les choses en l'état, en ne se prononçant pas, et que le président Alpha Condé met la paix et la stabilité du pays en péril? Ok, moi je préfère ne pas exprimer mes sentiments personnels. J'essaie de faire un peu d'analyse, un peu d'histoire de ces dernières années. L'actuelle constitution, faite par le Conseil national de transition, elle a été validée par décret. Elle est légale, mais elle n'est pas légitime. Et on peut l'appliquer, mais elle n'est pas légitime. La légitimité appartient au peuple. Il aurait fallu, c'est vrai, il y a eu de la précipitation, il aurait fallu faire un référendum. Voter, comme la constitution de Conté qui a été votée, il fallait faire ça pour la valider. C'est vrai que le pays était dans un tumulte pas possible, donc ils ont paré au plus pressé. Moi, à l'époque, si j'étais dans une position politique, j'aurais contesté la légitimité de cette constitution. Il aurait fallu faire un référendum. Maintenant, au lieu de parler, je ne peux pas parler à la place du président de la République, il y a des spéculations, chacun a sa volonté, il y a les partisans du troisième mandat, il y a des gens qui ne le sont pas. Le 8 mars, j'étais au Palais du Peuple. Quels que soient les moyens par lesquels ils sont passés, ceux qui ne voulaient pas l'ont exprimé. Ceux qui voulaient l'ont exprimé. À mon avis, personne n'a été bousculé ni matraqué. Maintenant, je préfère parler aussi de la possibilité que le président a, qui sont légitimes. Cette constitution faite par le CNT, il y a un article qui dit on ne peut pas modifier la durée des mandats. Le président de la République, qui qu'il soit, que ce soit le président Alpha Condé ou un autre, a des pouvoirs discrétionnaires.
la France, il a fallu la première, la deuxième, la troisième et la 5e République. À mon avis, il ne s'est pas exprimé pour le moment, mais il ne peut pas modifier la Constitution actuelle. Mais il peut proposer une nouvelle Constitution. C'est légitime. Maintenant, vous spéculez, tout le monde spécule. Il a cette qualité, c'est un pouvoir discrétionnaire. Si les gens ne veulent pas, au cas où il le propose, ils n'ont qu'à voter non. Se mobiliser, au lieu de faire des batailles inutiles, se mobiliser pour voter non. Le camp du oui va se mobiliser pour défendre sa position, le camp du non le fera. Et si... De quel besoin procéderait sur cette nouvelle Constitution? Ce n'est pas une question de besoin. Non. Cette Constitution, si on la décortique, elle a beaucoup de faiblesses. Justement, le président Alpha Condé, vous l'avez rappelé, il a été élu sur les fondements de cette Constitution. Mais il n'a pas contesté. Il a le pouvoir. Vous dites que cette Constitution, elle est légale, mais elle n'est pas légitime. Pourquoi, après sa réélection, le président Alpha Condé n'a pas posé ce débat, n'a pas usé de ce pouvoir discrétionnaire? Il est libre. Pourquoi maintenant?